On va découvrir une super aventure, une belle histoire. Nous accueillons donc Émilien et Clément Jacquelin. Alors, je sais pas, présentez-vous tous les deux. Peut-être Émilien, je vous rappelle qu'il y aura après une séance de dédicace. Émilien, peut-être un mot sur ton parcours de champion, d'athlète. On l'a vu, tu as un très beau palmarès. Raconte-nous ton histoire et après on va parler avec Clément de comment s'est développée cette aventure d'entreprise. Alors bonjour à tous, moi mon parcours de sportif de haut niveau, j'ai attaqué le ski à l'âge de 5 ans, tout simplement parce que j'ai voulu suivre mes grands frères. Mon rêve le plus cher c'était de devenir cycliste professionnel et j'ai pas réussi à le réaliser malheureusement, mais j'ai continué dans le ski et j'ai choisi le biathlon à l'âge de 17 ans. C'est pas là où j'étais le meilleur, j'étais plus fort en ski de fond qu'en tir. Mais justement, c'est un peu, non pas l'esprit de contradiction, mais la volonté de réussir là où je ne réussissais pas, qui m'a donné envie de continuer là-dedans. Et voilà, et presque j'ai envie de dire, j'ai eu un cursus assez normal, où j'ai gravi les étapes, équipe de France junior, équipe de France B, j'ai intégré l'équipe de France A. Je suis allé aux Jeux Olympiques de Pyeongchang et puis 2 ans après je devenais champion du monde de la poursuite pour la première fois, puis une deuxième fois et médaillé olympique derrière. Et là je viens de finir 6e du classement général de la Coupe du Monde qui s'est terminé il y a 1 semaine et demie. Eh bien écoute, bravo, c'est un super parcours. On peut applaudir comme ça nous met en forme et puis ça fait toujours du bien. On se dit qu'est-ce que ça aurait été le palmarès si tu étais resté sur le ski de fond là où tu étais encore meilleur au début. Bon, ça a été un choix, tu dis, et puis c'était quelque chose, tu t'es dit, il y avait aussi de la curiosité, un challenge peut-être par rapport au tir à la carabine. Enfin, c'est quelque chose de très particulier le biathlon finalement. Ouais, c'est très particulier. C'est 2 sports en un presque. Exactement. C'est vrai que le tir déjà c'est très ludique, donc je prenais beaucoup plus de plaisir derrière la carabine, même si je n'étais pas performant, que seulement sur des skis de fond. Et c'est vrai que c'est 2 sports qui ont vraiment rien à voir. L'effort physique nous demande d'aller chercher dans nos ressources, de donner notre 100% chaque jour. Quand le tir, et c'est presque encore mon point faible, ça nous demande beaucoup de calme, de rigueur, d'exigence, de travail technique, mais aussi de laisser faire. Et jusque-là, j'ai énormément été guidé par mon intuition, par le laisser faire. Ça a toujours été ma force. Mais aujourd'hui, si je joue un classement général, par exemple, il faut savoir aussi travailler ses lacunes. Et je ne suis pas du genre à faire les choses à moitié. Donc il y a 2 ans par exemple, j'ai essayé de vraiment travailler que mes lacunes. Mais finalement, on reste qui on est. Et d'essayer de capitaliser sur des points faibles, ça ne marche pas. Je pense que comme parfois je le dis, on peut évoluer, mais on ne peut pas changer. Et maintenant, je vais surtout essayer d'évoluer, de garder mes qualités qui sont les miennes. Toujours prendre du plaisir parce que ça reste, on va dire, l'essence même de pourquoi je fais ce sport. Je cours d'une manière qui est, on va dire, peu normale dans le monde du biathlon. J'ai tendance à dire que je cours des courses de biathlon comme si je faisais une course de vélo. Donc ça surprend plus d'un adversaire ou même les personnes qui suivent le biathlon. Mais il faut s'accepter comme on est. Et je pense que ça va être ça la force sur laquelle je dois m'appuyer si je veux aller chercher plus haut les années futures. Ok, et oui, parce que c'est le début du palmarès et voilà, il y a encore plein d'étapes à franchir. Alors Clément, comment s'est imbriqué ton histoire d'entrepreneur? Tu as fondé Athletics 3D. Comment ça s'est imbriqué avec le parcours de ton frère Émilien? Alors ça s'est imbriqué en 2 temps. Donc effectivement, comme Émilien l'a dit, on est issu d'une famille sportive, c'est certain. Ouais. Toi aussi, tu fais du ski, j'imagine. Oui, exactement. Ouais. Alors j'ai pas eu le même palmarès qu'Émilien, mon palmarès est plus bas sportivement, mais je suis content d'avoir ramené un titre de champion du monde dans les années jeunes de biathlon. Et donc voilà, l'exigence du haut niveau, en tout cas, on le connaît, c'est certain. Et puis après, alors pour ma part, ça a été, on va dire, j'avais envie d'aller explorer un peu plus loin sur qu'est-ce que je pouvais, même moi, intérieurement, qu'est-ce que je pouvais développer en moi-même. Et je m'étais fixé cet objectif de me dire, tiens, est-ce que je ne peux pas concevoir des produits innovants et gagner avec ? Et de là, j'ai décidé d'intégrer le réseau Grenoble INP, un réseau d'écoles d'ingénieurs, et d'aller me former parce que quand on a des rêves, c'est bien, mais à un moment donné, il faut savoir les mettre en application. Et après, on s'est entouré de chercheurs et d'experts, d'enseignants aussi, chercheurs,
pour pouvoir mettre au point des méthodos, des essais, des tests. Et ça a amené en 2017 à concevoir la toute première carabine de biathlon issue de fabrication additive que j'ai pu courir avec au championnat de France. Et pour moi, ça a été le déclic, c'était le basculement. À ce moment-là, j'avais plus envie de me dire « Waouh, mais ce projet, il m'anime, j'ai envie d'aller plus loin ». Et surtout que je vois qu'il y avait mes collègues biathlètes qui s'intéressaient à ces méthodos. Et je me suis dit, mais pourquoi pas finalement lancer cette activité? Sportivement, ça allait moins bien. Et puis, je me suis dit, mais ça, par contre, ça m'anime de nouveau. Je vais un peu comme une renaissance à dire, waouh, mais là, il y a quelque chose qui va me mettre dans les tripes. Et ça a créé cette activité Athletics 3D qui effectivement personnalise du matériel pour des athlètes de très haut niveau. Alors que ce soit dans le sport, la santé ou l'industrie aussi. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'on puisse apporter de l'ergonomie, de fabrication de pièces à la demande ou du sur-mesure en fonction de leurs besoins et de leur identité. Alors là, ça mélange plein de choses que tu évoques. C'est ta passion du sport, du biathlon. Il y a la fabrication additive aujourd'hui qui donne plein de possibilités nouvelles. Il y a du sur-mesure qui peut aller aussi bien dans le monde des sportifs, donc, mais aussi tu peux fabriquer des pièces pour des industriels. Donc il y a un mélange un peu de technologies innovantes aujourd'hui, le plaisir du sport et puis un marché un peu très exigeant du sur-mesure, d'une réflexion vraiment aboutie avec le client. C'est vrai qu'un exemple concret, je me suis cassé le poignet il y a 2 ans, juste avant les Jeux Olympiques, en pleine préparation. Et la difficulté à laquelle je faisais face, c'est que je ne pouvais pas tirer couché. La position en tir couché, elle demande en fait de manipuler son poignet à l'extrême. Il faut savoir le casser, le tourner et du coup le mettre dans l'autre sens. Et moi, j'étais incapable de faire ces 3 mouvements. Ça a pris beaucoup de temps. Et à 1 mois et demi de la saison, je ne pouvais toujours pas tirer couché. Donc ça devenait vraiment problématique. Et c'est là où Clément est rentré en jeu, où j'avais un souci, un problème. Et il fallait essayer quand même, coûte que coûte, de prendre part à la saison et essayer d'aller jouer les Jeux Olympiques. Et c'est là où il y a eu tout un process avec Clément pour essayer de trouver une manière de tirer. Je ne vais pas dire révolutionnaire, mais en tout cas adapté à ton problème. Adapté à mon problème, sachant qu'aucun biathlète n'a jamais tiré comme je l'ai fait encore aujourd'hui. Donc c'était un challenge, mais un challenge qui a été réussi parce que j'ai couru tout le mois de décembre avec une pièce du coup que Clément a faite sur mesure pour moi. Et les statistiques de tir étaient énormes parce que je crois que seulement sur le mois de décembre, sur 90 balles tirées, j'ai dû en rater seulement 2. Donc ça veut dire que le challenge était plus que réussi parce que ça m'a permis de courir, ça m'a permis d'enlever certaines douleurs et en plus j'étais performant. Donc c'est là aussi où ce que fait Clément, où l'industrie, où tout ce monde-là, parfois en tant qu'athlète de haut niveau, on ne se rend pas compte qu'il y a des possibilités d'évoluer, de faire face à certains challenges, la blessure pour moi en partie. Mais le fait d'avoir Clément en tant que frère, justement, ça m'a permis très facilement d'avoir accès à cette ressource-là et du coup de pouvoir quand même courir et être performant. Génial. Et depuis, tu as adopté cette technique. C'est un peu ce qu'on a vu là avec la pièce qui est dessous, c'est ça? Alors, il n'y a pas que ça. Attends, Emilien l'a très bien dit, c'est pendant la période de décembre qu'il a tiré ainsi. Ouais. Et à cette période-là, à la fin décembre, tu jouais le classement général parce que tu étais très bien classé. Et je me souviens qu'on avait eu l'échange où Samuelsson, le Suédois, tu jouais genre à 2-3 secondes sur chacune des courses et tu pouvais finalement le battre pour 2-3 secondes. Et le jour de la dernière course du Grand Bornand, tu t'es dit, si je veux aller chercher le maillot jaune, comme tu aimes bien dire, alors que c'est un dossard, mais le maillot jaune comme en vélo, et pour aller chercher ce maillot jaune, il va falloir que j'ose un peu plus. Emilien, il incarne ça, c'est oser penser grand. Enfin non, c'est oser qui ose gagne, c'est ça ta phrase fétiche. Oui. Mais et il s'est dit, écoute, là demain, je vais revenir sur ma position habituelle parce que là c'est bon, j'ai retrouvé de la mobilité. Il a pris ce risque-là, mais sur cette course-là, il remporte la Coupe du Monde du Grand Bornand sur la Mastart et tu es allé chercher ce maillot jaune. Et finalement, l'esprit du haut niveau, on peut en parler, mais l'esprit du haut niveau, c'est aussi ça. Il ne faut pas non plus rester cloisonné sur des systèmes. Finalement, il faut savoir aussi s'écouter intérieurement pour progresser parce que la progression, un jour un entraîneur m'avait très bien dit, de toute manière, dans la vie, tu as 2 choix. C'est soit tu progresses, soit tu régresses. Mais tu ne peux pas choisir de stagner. C'est impossible. L'espèce humaine est faite ainsi.
Donc, à un moment donné, s'écouter aussi, c'est ça. Emilien a eu des alertes, et même des émotions intérieures qui lui ont dit waouh, c'est bon, je peux le faire, je suis en capacité de le faire. Et naturellement, il est revenu à sa position d'origine et gagne la course. Et tu es allé chercher ton premier maillot jaune. C'est vrai. Et c'est tout à fait ça où, à ce moment-là, j'ai préféré prendre des risques. C'est-à-dire que personne ne change de pièce de carabine la veille d'une course aussi importante. Mais personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'est intérieur. C'est une énergie de prendre des risques, oser. Je pense que dans la vie, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. C'est important d'aller de l'avant. Et faire face à ces peurs, finalement, c'est la meilleure essence pour être performant. Et peut-être que cette pièce sur mesure que vous avez fabriquée là tous les deux, ça t'a permis de faire le pont, de faire la passerelle, de ne pas perdre ton entraînement, de ne pas perdre tout ça. Et comme tu avais gagné tout ça, tu avais traversé finalement cette épreuve incroyable, tu t'es dit maintenant que j'ai retrouvé mon truc, ça va le faire. Exactement. Et puis en plus, on oublie de le dire, mais même cette année, finalement, il s'est repassé la même chose, où j'ai encore des complications de mon poignet, où en tir debout, la carabine repose sur l'avant-bras et sur le poignet, et je sens encore que j'ai beaucoup trop de tension qui amène de la fébrilité et des difficultés sur le tir debout. Et en pleine période de Coupe du Monde, on a décidé de recréer une pièce justement où justement le poignet était moins sollicité, où je gagnais en relâchement. Et en fait, c'est exactement ça. C'est aussi pour pallier à un moment donné à une contrainte et essayer de revenir après aussi à ma routine, à ce que je connais le mieux depuis des années, parce que je pratique mon sport à peu près avec la même carabine depuis maintenant pas mal d'années. Les pièces évoluent, mais ça reste un sport où on a beaucoup d'automatismes, et le but c'est retrouver ces automatismes-là pour être le plus performant sans que ça me coûte énormément d'énergie. Et encore cet hiver, voilà, pendant tout un mois, j'ai encore couru avec une autre pièce que Clément m'avait faite sur mesure pour essayer de relâcher le poignet, et ça m'a permis de revenir au championnat du monde avec ma pièce d'origine, sans douleur au poignet et avec beaucoup plus de stabilité, et ça s'est vu sur les statistiques de tir sur les championnats du monde. Génial, parce que j'imagine que le matériel est très défini et très normé en fait dans les championnats. On ne peut pas arriver comme ça avec des pièces supplémentaires, des pièces additionnelles, c'est compliqué, non? Il y a des normes, oui, il y a des côtes à ne pas dépasser, donc il faut faire attention à ça, et c'est vrai qu'il y a un cahier des charges en tout cas à faire attention à ne pas le dépasser, quoi. Excellent. Alors du coup, le fait, forcément ça aide quand même il y a un problème au poignet, j'arrive, tiens, au fait Clément, il va falloir que tu retravailles un petit peu, il me faudrait ça. Ça aide quand même cette proximité, les connaissances aussi que tu as acquises, puisque tu l'évoquais, tu as fait aussi du tir, tu as eu des résultats en biathlon aussi. Donc toute cette connaissance-là, elle est précieuse pour aller vite, pour comprendre ce qui se passe, pour faire la bonne pièce. J'imagine que ça a été précieux, ça. C'est vrai que cette connaissance, le fait d'avoir déjà vécu le haut niveau et de le vivre au quotidien maintenant avec Emilien, c'est certain que c'est au-delà du biathlon, ça aide même dans d'autres sports. Que ce soit l'escrime, le tir à l'arc, la natation, le pentathlon moderne, tous ces sports-là, finalement, sur track, on peut rajouter, finalement, avoir cette connaissance de l'exigence que ça demande, que ça soit sur le terrain, mais en dehors, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en dehors, ça aide, oui. Après, cette question oui, on a de l'agilité, c'est certain. Les méthodos permettent d'être agile, de pouvoir répondre rapidement à des besoins profonds, des besoins temporaires, des besoins durables. Après, c'est pas parce qu'on a cette force-là qu'il faut absolument imposer, par exemple, un changement. On n'est absolument pas dans une démarche de technopush où on dit regarde Emilien, par exemple, pour prendre le cas avec Emilien, mais regarde Emilien, la pièce que j'ai faite pour tel athlète, ça marche incroyable, c'est super, je pense que pour toi ça peut être bon. Non, si je fais ça, Emilien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se braquer, il va dire attends, mais tu me proposes quoi? Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Alors qu'à l'inverse, on a de suite été dans des méthodos, et c'était mon projet de fin d'études aussi, d'école d'ingénieur, c'est ces méthodologies qu'on dit centrées utilisateur. C'est dire finalement, est-ce que l'utilisateur ne peut pas lui-même pousser l'innovation? Mais ça demande pour ça à bien le comprendre, bien l'intégrer, comprendre son environnement, comprendre ses habitudes, comprendre l'influence de ses coachs, comprendre son passé aussi, son histoire et comment il vit sa discipline. Emilien, il vit son biathlon comme un cycliste, et un autre athlète va le vivre d'une autre manière. Je me souviens très bien d'une athlète qui voulait une poignée et qui ressent les mêmes points de compression qu'elle travaillait avec son psy.
Donc ça peut aller tout loin, mais ça demande à bien connaître l'ensemble des influences et agir en ce sens, en fait, c'est une richesse incroyable. Parce que chaque athlète étant unique, chaque athlète a des émotions même intérieures qui sont différentes, mais ça nous demande sans cesse de repenser nos process. Nos process internes à l'entreprise, mais il ne faut pas s'enfermer. Emilien, demain, il veut une pièce d'une autre matière, d'une autre technologie que l'on n'a pas, surtout ne pas s'enfermer. La priorité, c'est notre athlète. Je ne vais pas lui dire non, Emilien, tu penses que ta pièce là, tu l'as vue en carbone, mais en 3D, on peut faire mieux. Je lui fais ça, ça s'arrête de suite. Donc non, et c'est la force de ce réseau-là. Global Industries, on y est depuis 2018, avec différents partenaires industriels. Et donc ce salon, mais je le connais et je l'adore parce que, à mon sens, le réseau industriel français fort qu'on peut construire, il est ici. Et je suis même très ravi que l'INSEP, par exemple, ici est là. Pour moi, c'est le fleuron du haut niveau on l'évoque depuis ce matin. On a eu des spécialistes de l'INSEP ce matin. Et c'est un plaisir de travailler avec eux. Et vraiment, donc je pense qu'on est à finalement ce tournant. On sait que c'est compliqué de faire travailler l'industrie et le sport, mais petit à petit on y arrive. Les process sont peut-être à repenser. Mais voilà, on est forcément déjà focalisé sur les prochains objectifs et c'est une chance. Oui. Génial. Et tu as travaillé à l'INSEP Emilien? Non, jamais. Non, pas encore. Les sports d'hiver, on va oui, rarement. Oui, c'est pas pour nous. C'est pas drôle. Mais en tout cas, et du coup, Athletics 3D, pour toi, il y avait cette volonté dès le départ de rapprocher du sport dans les technologies que tu proposes, le sur-mesure, j'imagine bien sûr tu as plein de clients différents, tu es assez focalisé quand même sur le sport ou tu es ouvert à des industriels qui n'ont rien à voir avec le sport et qui viennent chercher des pièces chez toi? C'est vrai que ça a commencé par le sport, mine de rien, c'est là qu'on fait ses premiers essais, ses premiers travaux, c'est sûr, je suis animé par ça. On est déjà dans la performance de le sport, il y a une nécessité de résultats. Mais c'est né déjà d'un besoin profond que j'avais. En fait, j'étais insatisfait de mon matériel. En biathlon, j'ai toujours été insatisfait parce que j'avais des points de compression qui me faisaient mal. Et un jour, j'avais rencontré une personne qui faisait du taekwondo et qui me disait « Mais tu sais, Clément, le corps humain, il est composé de millions de capteurs. Sur l'instant T, je suis en train de vous parler, j'en active 49. Le moment où je vais dormir, je vais en désactiver certains, je vais en réactiver d'autres et c'est là que ma jambe va se mettre à gratter. Si mes stimuli... Finalement, quand je me mets en position sur une contrainte et ils me font mal, déjà, je suis plus à penser à la contrainte que plutôt à penser à tout ce que je dois faire. 10% de ma concentration et c'est fatal et je suis pas champion. Et effectivement, cette exigence-là, elle se dit, est-ce que je ne peux pas transformer ces points de contact, ces stimuli en quelque chose de positif qui construit mon style, ma méthode? Et après, petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on est extrêmement focalisé sur les besoins, on n'a pas forcé les choses. Le fruit du réseau a fait que oui, la santé nous a contactés. On travaille avec des athlètes, non pas des athlètes, des personnes en situation de handicap également au travail, mais qui n'ont rien à voir avec le sport. Ils ont besoin de personnaliser leur matériel pour soutenir leur employabilité. Et ça va aussi dans l'industrie, puisqu'on est référencé auprès d'une grande entreprise dans l'aérospatial, où on accompagne des personnes qui ont des problèmes au travail aussi, des maladies professionnelles, articulaires, musculaires et tendineux. Excellent. Je repense à tout à l'heure une question que je voulais poser, Emilien, quand tu as présenté ton sport. Tu disais, voilà, dans le biathlon, il y a ce côté, je suis dans un effort incroyable de course, tout d'un coup, je m'allonge et là, ça doit être bien. Quel est comment tu gères ce moment-là? Qu'est-ce que tu as comme petite pratique? Parce que je me dis, aujourd'hui, on est un peu là-dedans. On a besoin, des fois, on se dit, mais attends, on est dans un rush total. Relâche. C'est quoi ta méthode, toi? On va parler zen attitude alors. Zen attitude, voilà. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant, je pratique la méditation et la pleine conscience avant les courses déjà. Okay. C'est-à-dire qu'une heure avant d'aller sur site, je ressens de l'excitation avant les courses, comme tout le monde. Le stress, ça fait partie de n'importe quelle personne d'entre nous, n'importe quel sportif. Je me rappelle avoir eu cette discussion avec Tony Parker l'an dernier, qui justement me disait, mais Emilien, le sportif qui a pas peur, il n'existe pas. Celui qui te dit ça, il te ment. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir ce discours-là de la part d'un tel champion. Et c'est vrai que la pleine conscience, personnellement, ça m'aide beaucoup à me recentrer sur moi-même. Et presque, j'ai l'impression d'activer certains process où durant une course, je suis capable très facilement de me recentrer sur ma respiration et du coup de faire le vide des éléments extérieurs. Parce que le souci du tir en biathlon, c'est que très facilement, on peut être pris par nos émotions, par des pensées parasites, parce qu'à l'effort, notre cerveau, il joue avec nous. Il n'est pas du genre à nous mettre que des pensées positives, mais très souvent négatives. On va se rappeler du dernier tir qu'on a raté, de la pression, de l'enjeu.
du fait qu'il y a du vent, que ça s'est pas bien passé la veille. Et ça, c'est compliqué. Et le plus souvent, moi maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est être dans l'acceptation. Parce que des pensées parasites, des moments compliqués, il y en a. Et je peux pas forcément, sur l'instant T, les arrêter. Les pensées, je vais pas les arrêter. Si mes skis ne glissent pas, je vais pas pouvoir changer ça jusqu'à la fin de la course. Si j'ai pas confiance en moi, et ben c'est un fait. Et peut-être que le lendemain ça changera, mais sur le moment je peux pas changer ça. Et du coup le meilleur moyen c'est d'être dans l'acceptation. Ok, je ressens ça, c'est pas grave. En fait, le fait d'accepter n'importe quelle émotion, ça permet à ce qu'elle s'échappe très rapidement. Si on commence à être trop focalisé dessus, on la fait grossir. On se combat en fait. soi-même. On se combat soi-même un peu. Et donc ce que je fais avant un tir, c'est que j'essaie vraiment de... Je ne vais pas dire respirer en pleine conscience parce que du coup pendant l'effort c'est un peu compliqué, mais vraiment me recentrer sur ma respiration. Et après c'est vraiment... on va dire j'ai plus un côté artistique, mais je vois ça comme un musicien qui est sur scène et qui va faire son solo de guitare. À un moment donné, techniquement il sait faire son solo. Il l'a appris pendant des heures, il n'y a pas de souci. Il faut vivre la musique après. Et moi j'essaie de vivre mon tir et c'est le plus dur parfois parce que le regard des autres, les éléments extérieurs, j'ai un tir qui est très rapide, qui pour la plupart des gens semble risqué, mais c'est là-dedans où je me sens bien, c'est ma zone de confort à moi. Ouais. Et il y a des tirs encore aujourd'hui où je me fais avoir, où ce regard extérieur, cette vision des autres m'empêche d'être moi-même et de faire ce que je sais faire. Et ça, j'ai mis l'an dernier, par exemple, c'est très compliqué pour moi d'être moi-même. Et c'est quelque chose qui peut paraître assez bête à dire, mais en tir, ça nous demande plus que des qualités techniques, c'est de la gestion d'émotions. Et ça, selon les journées, c'est très compliqué. Mais le but, c'est de faire le vide et j'essaie de me reconcentrer seulement sur un point technique. Le point technique, il va me permettre d'être dans l'instant présent et de penser qu'à ça. Souvent, ça va me permettre de me sortir de situations critiques. Être soi-même, se focaliser sur un point technique très concret et puis relâcher et accepter aussi, c'est pas mal aussi ça, de ne pas se combattre soi-même. Bon, mais excellent. On a pris un petit temps là tout à l'heure avec l'interview télé qui était sur le stand. On peut se donner rendez-vous. Je pense que qui a des questions là spontanément, il y en a plein. Tiens, si le fil est assez long. Quand tu parlais de justement pendant le tir, hein, moi je suis un peu le biathlon là, et les commentateurs télé ont l'air de sous-entendre qu'en permanence vous êtes en train de vous préoccuper de savoir si les autres concurrents ont tiré plus vite, moins vite. C'est vraiment vrai? Parce que là tu avais l'air de dire je me mets dans ma bulle, mais c'est une vraie bulle ou c'est quand même un peu un regard qui regarde un peu ce qui se passe à côté? Alors dans les faits, non, le but c'est vraiment d'être dans sa bulle. Par contre, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que tu entends l'adversaire tirer, tu entends les balles partir. Et donc ça peut te mettre la pression facilement et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment de la gestion d'émotions. Parce que dans le meilleur des mondes, l'objectif ce serait d'être vraiment 100% focalisé sur soi-même. Mais c'est un fait, on reste humain, on entend ce qui se passe à côté. Ça m'est déjà arrivé encore il y a de ça 2 semaines à voir quand j'arrive sur le pas de tir le concurrent d'avant déjà repartir. Et ben tout ça aussi c'est des pensées qui arrivent dans la tête, une envie de tirer vite pour essayer de le rattraper, une obligation de résultat aussi parce que des fois c'est ça, lorsque sur un relais on rate des balles, et ben oui on a des balles de pioche, donc des balles supplémentaires, mais c'est aussi une pression parce qu'on sait ce qui se passe derrière, on sait finalement la sentence qui peut être irrévocable derrière. Et c'est pour ça que l'objectif c'est d'essayer de... Et là, c'est plus, on va partir loin, mais c'est plus une approche japonaise dans le zen où le but c'est presque de tirer sans tirer. C'est-à-dire être capable de faire ce qu'on sait faire sans penser à vraiment aux conséquences, ni finalement à l'enjeu. Oui, l'enjeu est aux conséquences tout simplement. Et si on est capable de juste jouer sa partition, j'en reviens au solo de guitare, bah oui. Ouais, si on est capable de juste jouer sa partition, il n'y aura pas de souci. Puis à la fin, on peut faire des erreurs, c'est humain, mais ça ne sera pas des énormes erreurs, je pense. Et également, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que c'est très illustratif si vous voulez aller plus loin. C'est la différence de ce que les philosophes disaient entre le télos et le scopos. Le scopos, on est focalisé sur le but, donc atteindre. Le but, c'est atteindre les 5 cibles, par exemple. Et la différence avec le télos, où on est plus focalisé sur la finalité, qui est par exemple celle de bien tirer.
Et puis ils en ont très bien parlé, hein. C'est aussi la définition finalement de la... on dit qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, c'est Spinoza qui disait ça. Si j'espère quelque chose que je n'ai pas sur l'instant, finalement atteindre ma cible à 5 sur 5, finalement j'ai aussi peur de la rater parce que c'est quelque chose que je n'ai pas sur l'instant. Alors qu'à l'inverse, on préfère, ce que tu parles des zen, être sur l'instant présent, de bien viser la cible, de faire ce que je désire et de désirer ce que je fais. C'est une situation de bonheur, on est ramené sur l'instant présent et oui, pleinement. Mais c'est vrai que le tir, c'est plus que technique, c'est très mental et oui, pour le résumer, c'est vraiment que de la gestion d'émotions. C'est ça, en tout cas, ce dont on doit faire face tout au long de l'année et jour après jour. C'est ça le plus difficile en fait. Excellent, et avec ça on s'aide de la philosophie, on s'aide de plein de choses. Ça fait du bien d'entendre Spinoza chez les sportifs. Donc, magnifique. Écoutez, je vous renvoie en fait à une séance de dédicace. Émilien, tu es venu aussi avec plein de photos. Moi j'en veux une pour mes fils. Je vais passer juste après. On peut se retrouver sur le stand pour cette séance de dédicace et dans quelques minutes on va continuer à parler mouvement avec un expert du CEA. Merci à tous les deux, on vous applaudit très fort parce que c'était vraiment une belle aventure et un beau partage. Et bonne réussite pour la suite. Merci.